Je suis né à Mantes-la-Jolie, qui est à 60 km de Paris. Et j'y vais sur mes 30 ans. Mes parents sont nés et ont grandi dans un petit village qui s'appelle Doulmadidem, au Sénégal. C'est à 800 km de Dakar. Donc moi, j'ai grandi à Mantes-la-Jolie, qui est une des plus grandes banlieues européennes. Et donc du coup, je suis issu d'une formation en comptabilité. J'ai fait un BEP comptabilité. Ensuite, j'étais en bac pro comptabilité. Après ça, j'ai été en BTS assistant gestion PME-PMI à Quimper. Et après ceci, j'ai fait une licence en marketing. Et après cette licence, j'ai été en Californie. J'étais en business school. J'ai appris tout ce qui était en développement international, en business international, à communiquer avec les étrangers, avec les gouvernements. J'ai appris la stratégie commerciale internationale, le design des produits internationaux. J'ai appris aussi le leadership, le leading, comme on appelle là-bas. Comment être un bon manager, comment être un bon coach. Quelle démarche? D'accord. En fait, l'idée de m'écrire un livre, c'était quand j'étais en Californie, en fait, quand j'étais à Los Angeles, mes amis à moi, avec qui j'ai travaillé, parce que j'ai beaucoup travaillé là-bas en stage, même en business school, m'ont conseillé d'écrire un livre. Après avoir fini mes études, je suis rentré à Mantes-la-Jolie. Je me suis posé pendant 2-3 semaines chez moi, avec ma famille, et j'ai déprimé en fait, parce que j'étais plus avec mes amis là-bas, j'avais plus de challenge. Je suis rentré chez moi, c'était comme le Monopoly en fait. Je suis revenu à la case départ. Et j'avais besoin de quelque chose d'autre, j'avais besoin de quelque chose pour me prouver en fait. Et j'avais besoin de quelque chose qui me permettait de dépasser les échelons, on va dire, mon échelon personnel. J'avais besoin de finir mon livre, d'écrire un livre, de le finir avant de passer à autre chose. Voilà pourquoi j'ai écrit le livre en fait. Donc pourquoi ce titre? C'est pour la simple raison, c'était qu'en 2010, ma grande sœur m'appelle pour m'annoncer un tragique événement en fait. Elle m'appelle pour m'annoncer que mon père avait un cancer de la gorge. Donc moi, je me rappelle que j'étais étudiant à Quimper, qu'en ce moment même, j'avais mon travail en alternance. Et en contrepartie aussi, je travaillais aussi en contrepartie pour une autre entreprise, on va dire pour mes fins de mois. Et ma soeur m'appelle pour dire que mon père avait un cancer de la gorge, je me suis senti vraiment mal, quoi. Et donc du coup, j'étais à Paris pour aller lui rendre visite. Et moi, quand j'étais gamin, mon père me disait tout le temps, fiston, il faut que tu ailles au bout de tes rêves. Et j'étais gamin, j'étais adolescent, donc j'étais pas conscient au début. Il n'arrêtait pas de me faire la morale. Donc j'ai dit ok. Et quand il m'est arrivé cet événement-là, je me suis dit waouh, qu'est-ce que je fais, Seydou? Je fais un truc que j'aime pas, je déconne, je m'amuse avec des amis, je vais en boîte de nuit, mais je pense pas à mon avenir en fait. J'étais à le voir à l'hôpital, il était en pleine chimiothérapie. Donc j'ai été le voir peut-être 2-3 fois. Et il a réussi à tenir 7 mois. Et à un moment, j'étais au camping du Rose, je travaillais pour ma saison et tous mes cousins, mes cousines, mes frères et sœurs m'appellent sur mon portable. J'ai dû avoir une vingtaine d'appels en absence avec que des messages vocaux. Et on m'annonce que Seydou, il faut que tu viennes à Mantes-la-Jolie à l'hôpital parce que ton père va pas tarder à mourir. Arrivé à Mantes-la-Jolie le lendemain, j'avais une forte impression que mon père m'attendait avant de mourir. C'est que, d'après les médecins, il avait dû mourir 1 mois avant. Et arrivé là-bas, les infirmières nous ont proposé à moi et mes frères de dormir avec lui. Donc le premier soir, c'est dû être mon frère, mon grand frère Abdul, qui a dû dormir avec mon père. Et les 4 nuits suivantes, c'était moi en fait, parce que je n'avais pas trop le temps de le voir. Et du coup, je voulais vraiment profiter avec lui en fait. Et des fois, mon père ne pouvait pas parler parce qu'il avait la bouche, vous voyez, qui était... quand vous avez un cancer de la gorge, il y a des chirurgiens qui vous mettent quelque chose sur la gorge en fait. Et il ne pouvait pas communiquer. Et mon père essayait de me communiquer quelque chose. Même avec ses yeux, quoi. Et j'y arrivais pas à voir qu'est-ce qu'il voulait me dire, en fait. Et un soir, je me suis endormi, j'ai fait un rêve, et je me suis rappelé, dans mon rêve, que mon père me faisait le même regard quand j'étais gamin. Je devais peut-être avoir 5-6 ans, et il me disait tout le temps que, fiston, faut aller au bout de tes rêves. Fais pas les conneries que les autres font, il faut que toi, tu deviennes quelqu'un d'autre. En me réveillant de mon rêve, j'étais le voir, je lui ai dit, papa, c'est bon, j'ai compris ce que tu essayes de me communiquer. Et le lendemain, c'est à ce moment-là que les médecins m'annoncent qu'il était décédé. Voilà pourquoi j'ai appelé la dernière volonté de mon père, en fait. Voilà pourquoi. Parce que c'était vraiment la dernière chose qu'il aurait voulu, quoi, de moi, quoi. Oui. Déjà, pour moi, aller faire ses études en Californie est une bonne chose. Parce que j'ai rêvé ça toute ma vie, c'est de rencontrer des personnes différentes. Et quand j'étais gamin, la Californie nous enseigne beaucoup parce que tous les films
Marvel, les romans, tous les gens rêvent de la Californie. Vous voyez, quand vous voyez les plateaux hollywoodiens, quand vous voyez les Oscars, les Grammy, ils viennent tous de la Californie. La musique vient de la Californie. La old school musique vient de la Californie aussi. Donc du coup, mon rêve, c'est d'aller là-bas quand j'étais petit. Et moi, qu'est-ce qui m'est arrivé incroyable quand j'étais en Californie, que je me suis retrouvé moi-même en fait. Quand j'étais parti en fait, et je vais vous raconter un truc, c'est comme un gâteau. Vous voyez, quand j'étais à Mantes-la-Jolie, j'étais encore la pâte. J'étais toute blanche, j'avais pas noirci, rien du tout, quoi. En étant en Bretagne, en étant formé ici, le gâteau a cuit, a gonflé. On voyait commencer à avoir la forme du gâteau. Mais pour moi, la Californie a mis la cerise sur le gâteau et la décoration. Voilà comment je peux expliquer ça en fait. Ce que j'apprends aux États-Unis, que les Américains disent toujours, love what you do and do what you love. Fais ce que tu aimes dans ta vie. Ce que tu as un rêve, si tu veux devenir footballeur professionnel, fais ça exactement. C'est comme Adam Smith quand ils disent qu'une économie doit se passer dans l'économie dans laquelle elle est la mieux placée. Et ben, ça doit être aussi personnel en fait. On doit se placer dans la chose où on se sent les meilleurs en fait. Est-ce qu'en Californie, ils nous forment pas pour être bons ici dans une école traditionnelle française. Ils nous forment pour être les meilleurs en fait. Vous voyez pourquoi c'est comme UCLA, comme Harvard sont aussi recommandés pareil. Parce que ce sont les meilleurs et forment les meilleurs. Ils forment les présidents de la République. Parce qu'ils poussent leurs élèves à aller au-delà de leurs compétences. À toucher la perfection en fait. Ce que j'ai appris là-bas. Mes parents, on va dire que mes parents étaient différents. Ma mère était plus tradition sénégalaise, c'est-à-dire que ce qu'elle m'enseignait c'était la langue, c'était la façon de bouger, c'était vraiment la culture à 100% quoi. À la maison, on se sentait vraiment qu'on était au Sénégal. On était à Mantes-la-Jolie, en France, mais on était au Sénégal à la maison. On apprenait tout. Tous mes oncles me parlaient la langue sénégalaise, entre mes frères et sœurs, on se parlait français. C'était pas un souci. Mais il faut vous dire qu'une chose, que moi j'étais vraiment l'échec linguistique de la famille en fait. C'est que j'ai jamais fait l'effort de parler à ma mère le peul, parce que moi je suis sénégalais donc on parle le peul. Et j'ai toujours répondu en français en fait. Elle me parlait peul, mais moi j'ai répondu en français. Avec mes cousins, cousines pareil. Et avec mon père c'était complètement différent. Mon père me communiquait que en français. Pour lui c'était meilleur pour l'éducation. Il me disait que il n'y a pas mieux que d'apprendre le français. Comme ça, si tu vas dans une école, tu serais à qui tu pourrais discuter, tu discuterais bien, quoi, en fait. Et voilà, avec mes parents, c'est complètement différent, quoi. Et donc, mon père m'a appris à lire, aussi d'une façon plus française, avec les revues de presse, avec les discussions économiques, avec tout ça, quoi. Et il y a aussi une chose, c'est aussi au Sénégal, quand j'avais l'âge de 15 ans, c'était aussi partie de mes racines sénégalaises que j'ai rencontré mes grands-mères là-bas. La mère de mon père et la mère de ma mère. Donc, ils me parlaient que la langue sénégalaise, je ne pouvais pas répondre, mais avec le temps, j'ai réussi à me familiariser un petit peu. Et donc là-bas, c'était incroyable parce que c'était vraiment le village, quoi. C'était vraiment la maison qui n'était pas, c'était pas les gros bâtiments HLM avec tout était design. On dormait dehors avec des moustiquaires, on mangeait tous dans le même bol, on prenait tous ce petit déjeuner à la même heure, on se levait tous à l'aube pour aller travailler au champ avec mes cousins et cousines. Donc du coup, là-bas, j'ai vraiment appris c'était quoi être sénégalais, quoi. Vraiment la racine. Mon père voulait me faire découvrir son enfance. Et voilà, c'est là que je me suis aperçu que quand je suis retourné en France après mes vacances au Sénégal, je me suis plus resté le même en fait. J'étais moins pourri gâté que l'époque. D'accord. Et figurez-vous qu'en m'installant ici, je me suis découvert une autre personne, je me suis découvert aussi une autre culture bretonne qui était incroyable aussi, qui était magnifique. Et une personne aussi qui m'a accepté qui je suis en fait. Ils m'ont accepté de ma couleur de peau, ils ont accepté aussi de la ville d'où je viens aussi. Voilà pourquoi je serai toujours fidèle à eux, quoi. Ouais. Et après, on peut dire que les gens de ma famille, mes cousins, ils ont fait leur choix. On va dire ils ont fait leur choix de leur vie de rester certaines personnes au quartier. Il y en a de voyager autre part, il y en a de s'installer en Angleterre, il y en a de s'installer aux États-Unis ou en Chine. Ils ont fait leur choix de leur vie. Chacun a ses choix, mais moi, mon choix, c'était d'aller en Bretagne, en fait. Voilà. Et je ne regrette pas d'une seconde, en fait. Pour moi, j'ai fait vraiment le bon choix, quoi. J'ai seulement suivi mon cœur, en fait. J'ai suivi mon cœur et quand j'étais... il faut dire qu'en Bretagne, j'étais moins traité comme j'étais à Paris. Vous voyez, parce que
À Paris, il y a beaucoup de discrimination et à chaque fois quand je cherchais un stage, quand j'étais gamin, ou une entreprise en alternance, parce que soit c'était l'alternance ou l'armée, parce que j'avais vraiment besoin de travailler en fait. Aucune entreprise de Paris m'a pris. Après une trentaine de candidatures, j'ai reçu 0 réponse. Que des réponses négatives en fait. On ne pouvait pas me prendre, pourquoi? Parce que je venais de Mantes-la-Jolie. Parce que pour eux, Mantes-la-Jolie c'était une des plus grandes banlieues d'Europe, donc on ne pouvait pas prendre ce mec-là. La deuxième raison, c'était pourquoi? Pour racisme. Parce que je suis black, et pour eux, voilà. Et c'était vraiment aristocrate, c'était comme à l'époque, quoi. Mais en Bretagne, on ne m'a pas jugé parce que je venais de banlieue, on ne m'a pas jugé parce que j'étais black, ou sénégalais, ou n'importe quoi. Ils m'ont dit qu'on va te prendre pour tes compétences, on va te former pour. On ne regarde pas ta couleur de peau, mais on regarde la valeur de ton âme. Voilà ce qu'ils ont jugé ici en Bretagne. Et voilà comment il faut juger une personne aussi. Je me rappelle quand j'avais 17 ans, je cherchais du boulot en fait pour me payer mon permis de conduire. J'étais chez Adecco, à Paris, c'était dans le 91, à Chili-Mazarin. Et il y a une entreprise qui avait besoin d'un service en fait. C'est une entreprise qui était spécialisée dans la peinture. Ils m'ont appelé pour venir à 8 h du matin, je me rappelle. J'étais super content, excité, j'annonce la bonne nouvelle à ma mère et à mon père. Et j'étais super content quoi. Et arrivé sur place, j'arrive à 7 h 45. Et j'ai remarqué que il n'y avait que des, excusez-moi pour l'expression, il n'y avait que des blancs dans l'entreprise. Donc, je me suis dit, ouais, ok, c'est pas grave, je n'ai pas fait la différence parce que c'était la première fois que j'avais un boulot, quoi. Et je vais directement à l'accueil. La secrétaire m'a dit de m'asseoir et d'attendre le chef d'équipe. 5 minutes plus tard, je vois le chef d'équipe arriver. C'était un petit schtroumpf, il était petite taille, quoi, vous voyez. Et là, il me pose des questions, il me dit, il va directement dans l'essentiel, genre, votre carte d'identité, s'il vous plaît. Il regarde ma carte d'identité, il me regarde moi pendant au moins 2-3 minutes pour dire est-ce que c'est bien lui ou pas. Et il me demande ensuite ma carte vitale. Et il m'a accusé que ce n'était pas la mienne en fait. Et je dis que si c'est la mienne, c'est mon nom dessus et c'est le numéro de sécurité sociale de ma mère, quoi. Parce que j'étais toujours sur la responsabilité de mes parents. Il m'a dit ok, mais il a essayé de mais ça s'est arrangé. Et ensuite il m'a demandé un certificat médical. Et moi je lui ai dit que non, même à 17 ans je connaissais mes droits en fait. Je disais monsieur vous n'avez pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est l'intérim qui a le droit de me demander un certificat médical. Parce que c'est eux qui sont responsables de moi. Moi je suis ici seulement qu'en mission pour vous donner un service, pour accroître votre productivité. C'est là qu'il me dit ah bah non je ne peux pas vous prendre. Et j'ai dit bah dites-moi la raison. Ah non je ne peux pas vous prendre. J'ai dit je ne bougerai pas d'ici sans vous ne dites pas la raison pourquoi vous ne voulez pas me prendre. Et il ne voulait pas me prendre. Il a appelé l'entreprise Adecco et le chef d'équipe m'appelle pour me dire que c'est d'où vous devez rentrer, on a une autre mission pour vous. Et moi j'étais dans tous mes états. Et je me rappelle que j'étais même en pleurs. Et j'étais directement dans le bureau du BUEC, je ne voulais pas partir. C'est ce que le chef d'équipe d'Adecco était venu directement à l'entreprise pour venir me récupérer. Et il m'a proposé une autre mission, je lui ai dit non. Et le mec, je n'ai pas insulté. Hein. Je dis, je ne vais pas vous insulter parce que je serai comme vous, monsieur. Je serai un con comme vous. Et comme je ne suis pas un con comme vous, je pars comme ça. Mais sachez un truc, je ne l'oublierai jamais. C'est ce que vous avez fait. Et je suis parti. Et c'est là que j'ai compris que c'est pour du racisme. Je n'ai pas réussi à dormir pendant 3 jours, je me rappelle, après ça. Je n'ai pas réussi à chercher du travail. Ma mère m'a demandé d'aller voir mon oncle. Et mon oncle m'a trouvé un boulot autre part, vous voyez. Il y a aussi une autre histoire, c'était quand j'ai eu ma licence en marketing. Je cherchais du boulot. Dans le marketing, c'était sur Paris, j'ai eu un rendez-vous sur Paris à la Défense. Et un monsieur m'appelle pour me proposer un rendez-vous. Et j'ai été le voir à la Défense à l'heure, il m'a invité à manger. Et là, on discute. Je me suis renseigné sur l'entreprise une semaine avant, j'ai fait mes recherches. J'ai vu qu'est-ce qu'ils faisaient comme service, qu'est-ce qu'ils proposaient comme service, et ce qu'il y avait à améliorer chez eux. Donc, je reposais toutes mes choses, etc. J'ai tout écrit sur papier, j'ai tout préparé ça bien, comme si j'étais en rendez-vous avec Barack Obama. Et là, je vais le voir, donc on discute, on mange ensemble. Et il me dit, bah écoutez, monsieur Kébé, je ne peux pas vous prendre. Et je lui dis, bah pour la raison, dites-moi pourquoi. Eh ben, parce que vous êtes compétent, vous êtes intelligent, vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de solutions à proposer. Parce que vous êtes black. Et je regarde, je dis, ah bon. Il m'a dit oui, j'ai regardé, genre, mais il n'a pas osé quand même. J'ai regardé pour dire, vraiment, il n'a pas osé quand même de dire ça, quoi. J'ai dit, ok. J'ai dit, d'accord.
je suis black, mais je peux faire 4 fois plus de chiffre d'affaires que vous et toute votre équipe cumulée. Si vous me prenez moi, je vends plus que vous. Si vous mettez en défi pareil, faut pas quoi. Et c'est là qu'il m'a dit oui, et c'est là où je suis parti. Et je me suis aperçu que 3 mois plus tard, il avait appliqué mes idées sur son site internet. J'étais dégoûté quoi. Et j'ai appelé Thierry, mon mentor, qui m'a dit que, ok, peut-être qu'il a dit ça, mais au moins il a été honnête ce monsieur-là. Parce que sur combien d'entreprises t'es tombé et des mecs t'ont pas rappelé? On peut avoir peut-être une vingtaine, peut-être, hein. On peut dire ça. Mais le monsieur t'a dit honnêtement qu'il était raciste, qu'il ne pouvait pas te prendre parce que tu es black. Donc c'est après ça que j'ai décidé d'aller aux États-Unis. C'est après ça, ouais. J'ai décidé de tout lâcher, le marketing. J'ai décidé de faire des métiers comme lavage de serre, comme ramassage de fraises sur 40 degrés au soleil à la Roche-Maurice en Bretagne, vous voyez. C'est là que j'ai décidé de laver des serres à l'hiver avec moins 20 degrés sous la serre, vous voyez, il faisait tellement froid. C'est là que j'ai décidé de faire des missions d'intérim. Et voilà. Pour aller en Californie, quoi. Pour te financer le voyage. Mon voyage, oui. Ma scolarité aussi. D'accord. En fait, ce livre-là, cette page de couverture, j'ai pris au moins 10 mois à la faire. Ouais, c'est l'imagination en fait. Parce que, comme je vous disais, quand j'étais à Los Angeles, on pouvait aussi créer des pages de couverture pour le marketing pour le monde entier en fait, pour le design, etc. Et je me suis dit, au début, je voulais mettre une photo de moi en première page pour dire que, oui, African American Dream, etc. quoi. Après, je me suis dit non. Il faudrait quelque chose qui touche tout le monde en fait. Parce que pour moi, tout le monde est à la recherche de son rêve. Il n'y a pas que moi. Il y a aussi d'autres personnes qui sont à la recherche de ce qu'ils veulent faire dans leur vie, d'un courage qu'ils peuvent avoir pour aller au-delà de leurs compétences, pour aller au-delà de leurs rêves, quoi. Et je me suis dit, il faut quelque chose qui touche tout le monde et qui définit moi-même aussi. Donc, j'ai décidé de créer l'arbre. L'art, pour moi, c'est comme les Américains ils disent le background. Le background, c'est-à-dire que c'est le passé. L'art, pour moi, c'est là d'où je viens, en fait. Le nid. Et le nid, c'est ma maison à Mantes-la-Jolie. C'est mon HLM, c'est l'arbre où je lisais tous les jours quand j'étais gamin. Ça, c'est les montagnes, ce qu'il y a autour. En fait, les montagnes, comme on dit, c'est à gravir ces montagnes, c'est gravir sa destinée. Vous voyez, c'est la méthode du destin, quoi. L'oiseau, c'est ma personnalité. Parce que moi, je me dis toujours qu'il y a des personnes sur Terre, c'est comme un safari en fait. Vous voyez, vous retrouvez les lions avec les lions, les girafes avec les girafes, les rhinocéros avec les rhinocéros. Ils vont vivre en communauté. Et pour moi, il n'y a qu'un animal qui vit sous lui-même en fait, c'est l'oiseau. L'oiseau, en fait, personne ne prend la tête en fait. L'oiseau, s'il a envie d'aller tout de suite, il veut partir à Los Angeles, s'il veut aller au Sénégal, il peut aller au Sénégal s'il veut, quoi. Personne ne va le prendre la tête pour dire « Ah non, toi tu bouges pas d'ici ». Il a une personnalité et il a besoin d'aller dans d'autres horizons en fait. Et ben moi c'est ma personnalité. Et ça, ce qu'il y a ici, on a l'impression que c'est une lune, mais c'est le cristal breton. Pour dire que je suis passé en Bretagne. Et j'ai réussi à atteindre mon rêve en passant par ce territoire-là. Et ce qu'il y a au-dessus, les étoiles, pour moi, c'est le rêve. C'est Los Angeles. C'est le rêve de tout le monde. Ceux qui veulent revenir à une star de la NBA ou footballeur professionnel ou être le prochain Anthony Robbins, c'est le rêve, c'est les étoiles en fait. Le fait de toucher les étoiles qui font rêver. En fait, il faut passer par là pour atteindre ça. Vous voyez? Ça, c'est le concon. C'est-à-dire que si vous n'avez pas atteint ce niveau-là, vous ne pouvez pas accéder à ça. Voilà pourquoi j'ai créé cette page de couverture. C'est un truc vraiment global, quoi. Ouais. Moi, en fait, j'ai une personnalité que depuis tout petit, je suis le même, en fait. J'ai toujours été un challenger dans ma tête, en fait. Que je me rappelle que il y a des amis à moi, des anciens copains d'enfance, qui me lançaient même. Ils jouaient avec cette personnalité quand j'étais gamin, quoi. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai jamais appris à nager à la piscine municipale. Mais il me disait que Seydou, tu n'as pas le droit de nager sur le grand bain. Et moi, pour moi, c'était un défi. Donc, je le relevais quand même. Comme il disait, Seydou, tu ne peux pas
Par exemple, tu peux pas faire autant de chiffres d'affaires, par exemple. Mais moi, je prends ce défi au sérieux et je vais le faire, ouais. J'ai une personnalité, on va dire, d'oiseau, comme être un outsider, comme ils disent les Américains, vous voir arrière et ouvert d'esprit. Mais ma vraie personnalité, pour moi, c'est être vraiment un challenger. J'adore relever les défis, c'est ma personnalité. J'aime le monde, j'aime les gens. Et pour moi, voilà, c'est ça, quoi. Ma valeur spirituelle, pourquoi c'est aider aux autres. Être les autres, tu aideras toi-même. Voilà, c'est ça ma valeur. C'est pas de être que soi-même, faire les choses que soi-même, acheter une belle maison ou une belle voiture. Pour moi, c'est avoir quelque chose. S'il me suffisait d'avoir par exemple 10 millions de dollars, je rendrais des enfants heureux par exemple en Afrique ou même autre part, même en Chine par exemple. Je trouverais l'école la plus pauvre au monde en Chine et j'aiderais aussi pas que les Africains. J'ai pas envie d'aider que ma communauté. J'ai envie d'aider aussi les autres communautés en fait. Voilà pourquoi je lui dis que ma valeur spirituelle pour moi c'est l'oiseau et l'oiseau voit ailleurs aussi. Ne reste pas que dans son nid, que dans sa communauté en fait. Pour moi, c'est de aller voir les autres animaux, être au safari et rencontrer les autres animaux aussi. Ce que je peux leur dire avec mon cœur, c'est d'aller de l'avant en fait. C'est d'aller vraiment de l'avant, d'être fou. Les gens vont penser que lui voudra créer un truc pareil, avoir un projet, et vont dire que ah non. Il y a d'autres personnes qui vont dire ah non, ce mec-là il est fou. Il ne faut pas l'écouter. Il est fou, il est complètement taré. Mais c'est ces mecs tarés qui font changer les choses en fait. Sans les tarés, sans nous les tarés, la vie ne serait pas pareille. Il n'y aura pas d'appareil photo, il n'y aurait pas de caméra, il n'y aura pas d'iPhone, il n'y aura pas de Coupe du Monde par exemple. C'est grâce aux tarés comme nous que le monde avance quoi. Et ce que je veux dire aux gens, aux personnes qui veulent réaliser leurs rêves, qui sont toujours à la recherche de leur personal legend, comme disent les Américains, c'est de lire African Dream. C'est de lire African American Dream. Si vous voulez réaliser vos rêves, vous devez lire African American Dream. Si vous voulez changer votre vie, donner une vie différente à vos enfants et à votre génération future, vous devez lire African American Dream. Parce qu'il n'y a pas plus valorisant qu'une histoire vraie. Qu'une histoire vraie j'ai pas envie que... C'est pas une histoire qui est tirée de Harry Potter ou du Seigneur des Anneaux par exemple. Vous voyez des trucs magiques, fantastiques. Ah non, c'est une histoire vraie, c'est une personne qui est partie comme des personnes qui sont à la recherche de leurs rêves, qui ont été au milieu de la montagne et qui ont cherché à aller autre part et qui sont perdus, qui ont été déprimés, qui ont échoué et qui ont réussi à apprendre leurs échecs et à aller de l'avant. Voilà ce que j'ai envie de communiquer à ces gens-là, quoi. Si ils veulent réussir dans leur vie, ils doivent aussi connaître la vie d'autres personnes qui sont aussi passées par là, en fait. Voilà, c'est ça. Et ce serait un plaisir de les aider, en fait. J'ai pas envie de les laisser comme ça, ce serait vraiment un plaisir. Ouais. Comme j'ai dit que quand j'allais finir mon bouquin, il y a beaucoup de choses que ce sera du passé, en fait. Et moi, ce que je regarde aussi d'un côté, c'est vivre le moment présent. Ce qui est important, de profiter de sa famille, de profiter de sa copine, de sa maison, des gens qu'on aime aussi. Mais comme je suis aussi un challenger, j'ai toujours été pareil. Pour moi, c'est d'aller voir l'avenir, voir qu'est-ce que je pourrais faire pour faire changer les choses. Et moi, quand j'étais gamin, avec mon père, on se rejoignait toujours les samedis matins en fait. C'était soit par téléphone quand j'habitais en Bretagne, au son, on voyait au centre commercial à Mantes-la-Jolie, au centre commercial 2. Et on allait boire un café tous les deux, prendre le petit déj tous les deux, puisque mes parents étaient divorcés quand j'étais gamin. Et il me parlait souvent d'un sujet qui n'a jamais lâché pour moi. C'était l'Afrique. Et il me disait toujours, l'Afrique, c'est l'avenir. Vous voyez, actuellement en Afrique, il y a 1,2 milliard d'habitants. D'ici 2050, ce sera le double. Et pour vous dire aussi, à l'époque, il n'y avait que deux classes en Afrique. Il y avait la classe des pauvres et la classe des riches. Et aujourd'hui, il y a 350 millions d'habitants de classe moyenne en Afrique qui n'arrêtent pas de progresser. C'est-à-dire que d'ici 2035, d'après des calculs qu'on a fait avec des amis, une thèse qu'on a présentée à la fin de nos études à Los Angeles, il y aurait 500 millions d'habitants de classe moyenne en Afrique d'ici 2035. Donc c'est maintenant qu'il faut investir, c'est maintenant qu'il faut réfléchir d'avenir. Vous voyez, je vais vous dire un truc aussi. La vie, c'est comme un roulement en fait. C'est qu'à l'époque, on avait la triade. On avait le Japon, l'Union européenne et les États-Unis. C'est eux qui dirigeaient le monde. Le commerce international, le libre-échange. Maintenant, il y a aussi eu, dans les 10 dernières années,
les pays émergents, comme la Chine, comme le Brésil, comme l'Inde. Et aujourd'hui, tout est focalisé sur l'Afrique. À une époque, il y avait 10% de croissance en Chine qui augmentait chaque année. D'après les calculs de l'année dernière, d'après un bilan d'une grande entreprise de capital et risque américaine, elle serait de 6,4% aujourd'hui. C'est-à-dire que l'économie chinoise continue à accroître, à avoir de la croissance, hein, mais ça fait ça. En Afrique, en fait, ça se rejoint en fait. 6,4 et l'Afrique a augmenté sa croissance de 4% dans le continent. Ça fait ça au cours du temps. Ça va faire ça. Et à un moment donné, en 2035, ils vont à égalité. En 2050, ça va augmenter. Parce que pour moi, l'Afrique, c'est la vision et il y a aussi une proximité économique. Elle est au milieu de tous les continents. Vous voyez bien, il y a l'Europe et il y a l'Afrique. Et l'Afrique est au milieu de tout. C'est-à-dire que pour distribuer vos produits, c'est-à-dire pour la marchandise, ce sera plus facile à livrer. La main-d'œuvre est moins chère. Les Chinois demandent encore plus de salaire. C'est la crise en ce moment là-bas. Le yuan baisse aussi. Donc voilà. Et le franc CFA ne bouge pas. Donc, il y a beaucoup de personnes, des Chinois que j'ai rencontrés qui m'ont dit « Seydou, ce qui s'est passé en Chine en 2000, en 15 ans, ce qui va se passer en Afrique d'ici 5 ans. » Et j'y crois en fait. J'y crois en ça. Et j'ai envie de mettre toute mon professionnalisme, toutes mes compétences, tout ce que j'ai appris, que ce soit ici en Bretagne, que ce soit à Mantes-la-Jolie, voire même aux États-Unis, en Afrique en fait. Mes faiblesses, c'est que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie aussi. Vous voyez, je suis trop têtu. C'est que moi, quand j'ai travaillé pour d'autres entreprises à mon époque, quand j'avais peut-être la vingtaine, au lieu de vérifier quelques informations autre part, j'ai été directement. Vous voyez, pour moi, quand j'ai un objectif dans la tête, c'est comme un box en fait. J'oublie qu'est-ce qu'il y a à côté. J'oublie qu'est-ce qui est famille, j'oublie quelques amis, j'oublie que j'ai une marchandise à récupérer à la poste à 17h par exemple. Je suis focalisé sur mon objectif. Donc du coup, voilà, c'est ça mon défaut. Ça, c'est mon principal défaut, c'est ça en fait. J'oublie tout ce qui est à côté. Je peux même avoir peut-être des enfants. J'ai oublié de récupérer mon enfant à 4h30 à l'école maternelle. Pourquoi? Parce que je dois finir une conférence avec un investisseur de Chine. Voilà, c'est mon défaut principal. C'est que je ne me prends pas le moment présent en fait. Vous voyez que des fois, c'est bien de réfléchir sur son futur. Des fois, c'est très bien de penser à son avenir, à ses enfants, à l'éducation. Mais aussi, il est important de vivre. Il est très, très, très important de profiter de sa famille, de prendre plaisir de la nature, de ce qui nous entoure tous les jours en fait. C'est un cadeau d'être vivant tous les jours, de ce qui nous entoure tous les jours, de faire un tour en randonnée. C'est vraiment un cadeau quoi. De voir les animaux, d'entendre les oiseaux chanter le matin, c'est un cadeau magnifique. Et moi, mon défaut, voilà, c'est que j'étais aveugle par rapport à ça. Et quand j'étais en Californie, c'est là où j'ai ouvert les yeux, j'ai dit waouh, ça existe en fait. Ça existe vraiment quoi. Un autre défaut, c'est que je suis très totalitaire. C'est que je peux tout oublier. Et ça, c'est pas bon en fait. Et après, d'autres défauts, j'en ai aussi un paquet. Hein. Par exemple, je vais m'engager dans des choses où je n'aurais pas la connaissance, par exemple. Mais grâce à mes échecs du passé, j'ai appris à faire des recherches en amont avant de voir l'aval. Voilà ce qui est important. Et ensuite, j'ai beaucoup de caractère. C'est que même quand je suis au travail, ça va être mon propre directeur ou le PDG d'entreprise, il va me dire Seydou, vous avez mal fait ce travail, mais moi je vais toujours défendre mon travail par exemple. Elle va dire ah non, mon travail c'est le meilleur. Ah non, c'est le meilleur, il est meilleur que ton travail à toi. Vous voyez, je vais toujours me défendre moi-même en vrai. Et ça, c'est une personnalité depuis que je suis gamin en fait. J'ai la meilleure pâte à modeler, ou j'ai le meilleur dessin, j'ai le meilleur cadeau de la fête des mères, ou j'ai meilleur ces choses, j'ai les meilleurs documents par exemple quoi. J'ai le meilleur travail, c'est que voilà ce qui m'a permis d'être aussi un homme meilleur en Californie, j'étais toujours en compétition avec d'autres personnes. Quand je suis à Mantes-la-Jolie, je suis en compétition avec ma mère, avec mes frères, avec mes soeurs, même avec ma nièce, vous voyez, elle a 5 ans aujourd'hui, je serai toujours en compétition avec elle quoi. Et en Californie, c'était exactement pareil quoi. Voilà pourquoi je voulais toujours fournir le meilleur travail quoi. Parce que je voulais pas être bon, c'est être le meilleur. Et comme on dit, personne n'est parfait, donc voilà, ça c'est mon principal défaut quoi. C'est-à-dire que je peux tout oublier ce qu'il y a autour, mais pour moi, j'aurais toujours l'envie d'être le meilleur. Mais voilà, j'ai appris à travailler dessus, et maintenant, je me suis dit que non, il faut que, Seydou, tu vives. Oui, voilà.
Ce que je pourrais dire sur mon livre, c'est que c'est pas un livre pour m'enrichir. Vous voyez, comme j'ai dit dans mon introduction, je suis pas exceptionnel. Vous voyez que c'est que les stars qui écrivent des livres. George Clooney peut écrire un livre et faire des millions de chiffres d'affaires avec ça. Mais moi, j'ai pas écrit un livre pour me faire connaître. J'ai écrit un livre pour donner l'exemple. Puis je suis rien d'exceptionnel. Je ne suis pas connu dans la télévision. Voilà, je suis juste moi-même. En fait, je suis un humain normal. Et pour montrer aux gens qu'un humain normal a réussi à écrire un livre, c'est ça qui est incroyable en fait. Ça montre que tout est possible dans la vie, que rien n'est impossible, qu'on peut faire, créer la chose qu'on veut. Juste c'est quoi? C'est la force de la volonté, c'est un challenger dans la tête et d'apprendre de ses défauts et d'aller de l'avant en fait. Même si on souffre, d'y aller quand même. J'ai réussi à faire ça, c'est-à-dire que tout le monde peut faire cette chose-là. Vous voulez créer le dernier iPhone? Vous pouvez créer le dernier iPhone. C'est juste vous en fait, votre créativité. Et ce livre vous permettra d'aller au-delà de votre créativité. Ils vont donner aux lecteurs des astuces. Ils vont donner ma vie, mais aussi ça va leur apprendre à faire quelque chose. Vous dire que, ah, ok, ça me ressemble. On a grandi dans le même ghetto. Dans la même famille. Vous voyez que moi, j'ai grandi dans un HLM, dans les logements sociaux. Ma mère a été femme de ménage. Elle est toujours aussi femme de ménage. Hein. À Avantage-Joly. Hein. Mes parents étaient divorcés à l'époque. Et je veux dire, à la maison, on n'a pas été très très riches. On a été pauvres aussi. Hein. Il faut que les personnes pauvres aussi qui se disent dans leur tête que si une personne pauvre a réussi à écrire un livre, a réussi à faire des choses incroyables au Los Angeles avec ce livre, eh bien écoutez, je peux le faire moi aussi. Voilà. Pour moi, c'est pour donner l'exemple. Seulement pour ça. S'il ne veut pas l'acheter, qu'il ne l'achète pas, ce ne sera pas un problème. Mais s'il l'achète, ils vont changer leur vie, ça c'est clair.